les mystères et lever le caractère étrange de ce monde. Et c'est pourquoi le philosophe, il va aller au-delà des représentations communes, au-delà des opinions, au-delà des vérités établies. Et ce sera exactement dans la posture inverse que s'installera l'homme du sens commun. Comment le monde se présente pour l'homme du sens commun? Là où nous venons de dire que pour le philosophe, le monde est mystérieux, énigmatique, étrange, comment se présente le monde pour l'homme du sens commun au contraire, pour m'appuyer sur un auteur que vous connaissez et qui s'appelle Bertrand Russell. Vous vous rappelez, à la question comment le monde se présente-t-il, l'homme du sens commun répond en disant le monde tend à devenir fini, défini et évident. Et lorsque selon Bertrand Russell, pour l'homme du sens commun, j'ouvre les guillemets, le monde tend à devenir fini, défini, évident, vous voyez vous-même la différence. Pour le philosophe, le monde mystérieux, énigmatique, étrange. Pour l'homme du sens commun, le monde, il est fini, il est défini, il est évident. Ça veut dire quoi? Que pour l'homme du sens commun, le monde est connu et compris. Et en tant que le monde est connu et compris, il est transparent comme un verre. Point n'est besoin de douter, point n'est besoin de s'étonner, point n'est besoin de se poser des questions, parce que l'homme du sens commun, contrairement au philosophe, qui est comme éternellement un étranger, l'homme du sens commun, il est tellement familier, tellement habitué au monde, qu'il croit le connaître, et en tant qu'il croit le connaître, il ne doute presque de rien, ne s'étonne de rien, et ne se pose presque aucune question. Et donc, dire de la philosophie qu'elle est activité de réflexion, c'est montrer, mes amis, que l'activité philosophique reposera sur un double mouvement. Un mouvement, nous venons de le dire, de critique, de contestation, de destruction et de remise en question, mais ensuite un mouvement d'argumentation et un mouvement de reconstruction. Et ce double mouvement de critique, de rejet, de destruction, mais également d'argumentation et de reconstruction, vous en trouvez 1000 illustrations, mais dans l'histoire de la philosophie. Celui qui me vient à l'esprit, peut-être que vous le connaissez, René Descartes, vous vous en souvenez. Quand Descartes commence à philosopher, pour illustrer le fait que le philosophe, son activité, j'ai dit, je répète parce que c'est important, repose sur ce double mouvement de destruction mais de reconstruction. Que dit Descartes quand il commence à philosopher? Je prie un jour, je croyais que vous le connaissez, tellement usité par mes collègues. Quand il commence à philosopher, Descartes dit, je prie un jour l'entière résolution. Ça veut dire quoi? La ferme décision. L'entière résolution de rejeter comme fausse toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance. Mais après avoir dit, je répète, je pris un jour l'entière résolution de rejeter comme fausses toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance. Qu'est-ce que Descartes ajoute? Afin d'en remettre d'autres meilleures, ou bien les mêmes, mais lorsque je les aurai ajustées au niveau de ma raison. Fin de citation. Et quand Descartes dit dans la deuxième moitié de la citation, afin d'en remettre d'autres meilleures, ou bien les mêmes, lorsque je les aurai ajustées au niveau de ma raison, ça veut dire que parmi ces opinions, il y en a qui sont bonnes, je les garde, celles qui sont mauvaises, comme il dit, je les rejette et je les remplace par d'autres meilleures, si et seulement si je les ai convoquées au tribunal de la raison. Dans la première partie, rejeté comme fausse, il détruit. Dans la deuxième partie, après avoir détruit, il en remet d'autres meilleurs, ou bien les mêmes, après les avoir ajustés au niveau de sa raison. Et donc, cela vous permet de comprendre et de retenir que dire de la philosophie qu'elle est activité de réflexion et de remise en question, c'est montrer non seulement la différence entre le philosophe qui revendique une liberté intellectuelle par laquelle il critique l'ignorance et l'homme du sens commun entièrement conformiste, mais c'est également montrer donc que si la philosophie elle est remise en question, c'est qu'elle est d'abord et avant tout une activité subversive. Subversive, ça veut dire quoi? Qui renverse l'ordre établi. Et cette dimension de subversion opérée par la philosophie, elle a pour conséquence quoi? Vous le savez, que le philosophe, entre guillemets mes amis, il est une sorte d'ennemi public numéro 1.
Pourquoi une sorte d'ennemi public numéro 1? Parce qu'il est un rebelle, il est un contestataire de l'ordre établi. Là où l'homme du sens commun, nous avons dit, il est entièrement conformiste, entièrement soumis et entièrement obéissant aux vérités, aux opinions, aux croyances de son milieu et de sa société. Et c'est pourquoi donc, dire de la philosophie qu'elle est subversive, j'ai dit, fait que le philosophe est quelqu'un qui est rejeté à la marge, considéré par certains comme un fou, en tout cas comme un individu dangereux par d'autres. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il a le courage intellectuel de dire non là où la foule dit oui, il a le courage intellectuel et il le paye parfois au prix de sa propre vie, mais encore une fois, d'aller dans un sens opposé à celui de la foule. Vous vous rappelez Socrate, c'est le premier martyr, on est d'accord? Pourquoi Socrate est le premier martyr? Parce qu'il a préféré mourir plutôt que de renoncer à philosopher. Lorsqu'il buvait les gouttes de ce poison mortel appelé la ciguë, il disait: je préfère mourir 1000 fois mais plutôt que de vivre une seule fois sans philosopher. Et celui qui dit ça, j'ai dit, c'est le premier martyr, celui qui a payé de sa vie le caractère subversif, critique et de remise en question de l'activité philosophique. Et c'est pourquoi, de ce point de vue-là, je vais passer très vite. Lorsque vous avez fini de dire que le philosophe, encore une fois, il vit dans la remise en question, dans la contestation et dans la destruction des vérités établies, les rapports qu'il va entretenir seront forcément des rapports de conflit, conflit avec l'État, conflit avec la société, conflit avec la religion. Pourquoi? Parce que la philosophie est non pas une pensée du oui, d'acceptation, mais une pensée du non, de contestation, de réflexion et de remise en question. D'ailleurs, beaucoup de philosophes sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'activité intellectuelle dans le fait de dire oui. La plupart des philosophes vous disent l'activité intellectuelle, elle est dans le non. Pourquoi? Parce que celui qui dit non, il est dans la réflexion, il est dans la contestation, il est dans la remise en question. Je crois que c'est Alain qui nous disait, mais d'ailleurs, regardez deux individus. L'un est en train de dire oui, l'autre est en train de dire non. Il dit, lorsque vous regardez celui qui dit oui, Alain dit, vous avez quelle impression? Mais vous avez l'impression qu'il dort. Pourquoi vous avez l'impression qu'il est en train de dormir? Alain dit, celui qui est en train de dire oui, il fait un mouvement d'arrière en avant comme ça pour dire oui. J'ajoute souvent, il est en train de ronfler beaucoup, et il n'a pourtant rien entendu. Ça veut dire que le oui, c'est un oui d'adhésion, d'acceptation, et il n'y a pas de manifestation de pensée dans le fait de lui. Écoutez mes enfants, ce que Alain va ajouter. Alain dit, j'ouvre les guillemets, lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. Fin de citation. Et si vous l'avez bien compris, chers et brillants littéraires, lorsque Alain dit, lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent, l'expression aussitôt les rois reviennent signifie que le oui est synonyme de quoi? Hein? Plus fort même que soumission. Donc non seulement de soumission mais d'esclavage. Alors que Alain dit, regardez au contraire celui qui dit non. Est-ce qu'il vous donne l'impression de dormir? Qu'est-ce qu'il fait celui qui dit non? Exactement ce qu'elle fait. Celui qui dit non, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue énergiquement la tête. Ça veut dire quoi? Mais l'activité intellectuelle et donc l'activité de pensée et donc l'activité philosophique sont dans le non de réflexion, de contestation et non pas dans le oui de soumission et d'acceptation. C'est pourquoi la philosophie est une pensée du non et non pas une pensée du oui, du guébolou et de l'acceptation de toutes les vérités établies. C'est pourquoi dans la quatrième et dernière étape, je rappelle les trois premières étapes, je veux que vous teniez le fil conducteur avec moi jusqu'à la fin, c'est ça qui nous conduira à des 16 et des 17. Première étape, qu'est-ce que la philosophie? Elle n'admet pas de définition unanime et universelle. Deuxième étape, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Elle n'est ni la possession du savoir, ni la possession de la sagesse. Troisième étape, si elle n'est ni savoir, ni sagesse, qu'est-ce qu'elle est? Activité de réflexion. Et quatrième étape, si elle est activité de réflexion, elle va nous donner, la philosophie, l'opportunité d'interroger l'ensemble des savoirs humains disponibles. Elle va nous donner donc la possibilité de réfléchir sur tout ce que nous savons ou sur tout ce que nous croyons savoir. Et donc, quatrième étape, rapport entre la philosophie et des formes de connaissances telles que le mythe, telles que la religion et telles que la science.
La philosophie n'est pas le mythe, elle n'est pas la science, elle n'est pas la religion. Pourquoi elle n'est pas le mythe? Parce que vous savez très bien que le mythe est le premier système d'intelligibilité, mode de connaissance, élaboré par les hommes. Et donc, en tant que discours ou récit, le mythe, il est pré-philosophique, il est né avant la philosophie. Le mythe, il est pré-religieux, il est né avant la religion. Le mythe, il est pré-scientifique, il est né avant la science.